Alors, merci d'abord au comité scientifique pour l'invitation. Merci particulier à Marc. Je suis impressionné par l'envergure du congrès. Bravo donc aux organisateurs, aux intervenants, aux participants. Donc, on commence par une vue du Québec. En ce moment, il fait plus frais, plus froid à Lille qu'à Québec. C'est quand même surprenant. Ça, c'est la vue automnale. Je peux vous proposer la vue hivernale. Donnée probante, n'est-ce pas, pour venir faire un tour au Québec. Mais il faut que je vous donne des données plus réalistes de terrain aussi. Certains matins d'hiver, il faut s'atteler à l'ouvrage. Comme on sait, l'ouvrage de première ligne est parfois exigeant. Alors, vous êtes invités à venir explorer le vaste territoire du Québec. Avis aux intéressés, il y a beaucoup de zones désertiques au Québec. Si vous voulez vous installer. Seule particularité, c'est que le sable est plutôt blanc. Alors, on y va. Alors, liens d'intérêt qui sont d'ordre surtout intellectuel, même affectif, comme auteur principal d'un didacticiel infocritique, donc qui est un e-learning, et qui vise à former nos étudiants de troisième cycle en particulier à la maîtrise de l'information scientifique, la lecture critique des publications scientifiques et à la prise de décision partagée. Donc, c'est un didacticiel qui est créé à l'Université Laval en tant que professeur et on a développé une version adaptée pour la France. Et en ce moment, il est implanté dans le programme de l'Université Côte-d'Azur, fait qu'on verra le devenir de ça sur la formation sur une période de 3 ans, sous la responsabilité et collaboration du Dr Darmon. Et il a comme projet d'en faire des activités de développement professionnel continu et un diplôme universitaire. À suivre. Je suis co-éditeur de club de lecture. Il y a une certaine continuité dans nos noms. Vous allez voir, Infocritique, là, c'est Info-pratique. Et balado-critique, que je vais dire un mot tout à l'heure, c'est une balado-diffusion qui pourrait vous intéresser. Alors, pas besoin de vous dire qu'au quotidien, nous sommes tellement bombardés d'informations. Des nouveaux médicaments sont mis en marché, des nouvelles indications. D'autre part, on a des signalements d'effets secondaires indésirables graves à surveiller. Beaucoup d'études sont publiées, nombreux avis d'experts nous sont proposés. Et il y a toute l'industrie aussi qui nous donne, qui font des publicités, qui font toutes sortes d'allégations. Alors, face à cette surabondance d'informations, bien, ça nous prend des stratégies pour gérer cette information-là, en optant pour nous l'information qui est pertinente et rigoureuse. C'est ça dont on a besoin. Alors, il nous faut des stratégies si on veut répondre au quotidien, en consultation ou entre les consultations, aux questions cliniques qui se posent lors des soins, concrètement. Et aussi, il nous faut des stratégies pour intégrer de façon critique toutes les nouveautés thérapeutiques, les nouvelles publications, comment être branché aussi pour recevoir cette information-là. C'est ce que je vais essayer de vous montrer un peu ce matin, un survol très rapide. Je n'insisterai pas sur les notions de base que vous connaissez bien, l'EBM, mais les 3 piliers de l'EBM, on va parler beaucoup ce matin des données de la recherche, mais on veut des données de la recherche clinique qui est actualisée, qui est synthétisée pour le praticien. Il y a tout le terrain du patient, évidemment, les circonstances du patient au sens large, alors ses attentes, ses valeurs, ses priorités, ses ressources. Et au cœur de tout ça, il y a nous, les praticiens, avec toutes nos compétences, nos connaissances, nos habiletés relationnelles, notre expérience de terrain, notre savoir pratique, pour intégrer toute cette information-là pour mieux soigner. Principe de l'EBM, vous les connaissez, on parle de la pyramide des évidences. Tantôt, on va parler en parallèle de la pyramide de l'information. Donc, c'est pour faire des décisions fondées, et c'est notre responsabilité professionnelle dans nos choix thérapeutiques et de méthodes d'investigation, c'est de connaître les meilleures évidences scientifiques disponibles actuellement. Toutes les preuves ne sont pas équivalentes. Hein? On sait que
en hauteur de la pyramide, au sommet, on pense que c'est des essais cliniques randomisés et particulièrement les méta-analyses d'essais cliniques randomisés bien faits qui sont au sommet. Les preuves scientifiques sont nécessaires, mais on sait bien qu'elles ne sont pas suffisantes pour prendre une décision clinique. Il faut vraiment apprécier les bénéfices, les risques des différentes options d'investigation et de traitement pour faire un choix qu'on veut le plus possible partager avec le patient. La prise de décision partagée, qui est un fleuron qui se développe beaucoup, entre autres, à l'Université Laval, c'est vraiment faire le pont entre notre approche centrée patient, qui est au cœur de notre pratique, et l'approche fondée sur les preuves, les données probantes, l'EBM. Et tout particulièrement, lorsque l'équilibre bénéfice-risque est plutôt neutre, l'effet bénéfique est modeste, il y a beaucoup d'incertitudes scientifiques, c'est à ces moments-là qu'il est encore plus important d'opter pour la prise de décision partagée. Alors, les données de la recherche clinique, c'est des estimés. Hein? On estime les bénéfices et les risques de nos interventions à partir de données de la recherche qu'on veut de bonne qualité chez un échantillon représentatif de la population. Hein? On ne peut pas étudier toute la population. On veut un échantillon, on travaille avec un échantillon représentatif. Donc, ça génère, alors ça donne des résultats qui sont génériques pour un groupe de patients qui sont valables en moyenne dans des conditions contrôlées, hein, dans des conditions d'études où tout est optimisé. Alors, quelques mises en garde, malgré mon enthousiasme pour les données de la recherche clinique. Attention à la façon dont sont présentés les résultats. Hein, on nous rapporte une étude, une baisse de 50% des événements cardiovasculaires et une augmentation de 1% des effets indésirables graves. Ça paraît bien. Ça, c'est des résultats rapportés. Si on va voir un peu plus attentivement les résultats, oui, il y a une diminution des événements cardiovasculaires qui passe de 2% à 1% pour le groupe traité, soit en valeur absolue, une différence de 1%, ce qui implique de traiter 100 patients pour éviter un événement défavorable. Et curieusement, les effets secondaires nous ont été présentés en valeur absolue ici, seulement 1% d'augmentation. On passe de 1% d'effets secondaires indésirables graves à 2%. C'est une différence, donc, en valeur absolue de 100. Il faut donc traiter 100 patients pour occasionner, malheureusement, un effet défavorable, le NNH. Donc, on voit qu'il y a un équilibre précaire entre les deux. 100 d'un côté, 100 de l'autre, alors que les résultats rapportés nous semblaient très prometteurs. Portez attention, quand on vous donne des estimés, les résultats, davantage à l'intervalle de confiance à 95% qu'à la fameuse valeur P, que tout le monde, je vais mettre l'emphase sur la valeur P. L'intervalle de confiance nous donne beaucoup plus d'informations, à la fois sur la signification statistique, mais aussi sur la signification clinique, l'ampleur de l'effet, la fourchette que pourrait refléter la vraie valeur de cet estimé-là. Alors, ça nous donne beaucoup d'éléments pour juger l'importance aussi du résultat, plus que la valeur P, à mon avis. Ne pas oublier aussi de mettre en balance les bénéfices et les risques. Souvent, on vous présente l'efficacité, mais on parle peu de l'innocuité. C'est aussi important, on le sait, l'innocuité. Et parler de la fréquence et la gravité de ces effets indésirables-là importants. Enfin, vérifier s'il y a une représentativité des participants de l'étude. Est-ce qu'il y a des attributs, des caractéristiques très similaires avec vos patients pour pouvoir l'appliquer avec votre patient? Alors, il faut s'assurer de la correspondance. Et bien souvent, le patient a toutes sortes de particularités qui fait qu'il n'aurait peut-être pas été inclus dans l'étude, etc. Alors, souvent, les conclusions de l'étude, ceux qui veulent aller vite, on lit la conclusion, c'est humain de le faire. Les gens ont tendance à être optimistes, enthousiastes de leurs résultats. Alors, on a tendance à généraliser la portée de ces résultats, à extrapoler quelque peu. Alors, il y a une tendance qu'on retrouve assez fréquemment dans les résumés. Donc, un respect pour les données de la recherche clinique, c'est la source primaire des nouvelles connaissances. Tout part finalement des nouvelles données
qui, avec le temps, vont être corroborés, vont être filtrés, analysés pour arriver à la pratique. Sauf que le problème, c'est une source quasi intarissable, c'est un torrent d'informations. Donc, d'aller tout de suite, j'allais dire piocher, je pense que c'est votre expression, dans les bases de données comme Medline pour répondre à une question clinique, c'est chercher, j'allais dire, l'aiguille dans la botte de foin, je ne sais pas trop, mais donc c'est une mission très difficile, beaucoup de bruit dans ces bases de données-là. Qu'est-ce qui va être vraiment réutile avec le temps pour la pratique clinique? Donc, se concentrer d'abord sur la recherche clinique. La recherche fondamentale sur les animaux est peut-être importante, soit, mais pour la pratique, il faut nous se concentrer sur la recherche patient. Et vous concentrer sur les résultats de recherche orientés patient. Les critères biologiques nous intéressent, mais on ne traite pas le laboratoire, on ne traite pas seulement des chiffres, on traite le patient et notre optique, c'est de diminuer la morbidité et la mortalité des patients. Donc, pas seulement améliorer des critères intermédiaires. Donc, concentrez-vous sur les études d'impact sur la morbidité et particulièrement sur la mortalité. Et vous concentrez enfin sur la littérature secondaire. Donc, la littérature qui a fait l'objet d'une analyse, d'un commentaire, d'une synthèse. Je pense pour mettre en perspective une seule étude, c'est difficile des fois de juger de l'ensemble. Donc, premier élément que je vous propose, c'est comment être avisé des données de la recherche pertinentes et valides sans se fatiguer. Alors, les évidences, on les cherche, mais là, on trouve un moyen où l'évidence vient à nous. On appelle ça la veille ou un système d'alerte. On filtre l'information pour vous, on vous propose seulement les données qu'on pense d'impact pour votre pratique. Il existe un système d'alerte. Je vais vous proposer plusieurs ressources. Vous aurez un document en annexe, j'espère, en PDF, mais je mets souvent les sites dans le bas des tableaux. Mais en gros, votre défi aujourd'hui, c'est peut-être d'intégrer 5-6 ressources pour mieux vous outiller, pour maîtriser l'information et cheminer dans votre pratique et dans votre enseignement aussi. Le système d'alerte qui m'apparaît le plus intéressant, c'est Evidence Alert. C'est fait à McMaster au Canada. On peut s'inscrire, quels sont vos champs d'intérêt. Puis, à ce moment-là, on va être avisé. C'est un article par semaine là, ou quelques articles par mois. Donc, moins lire d'articles, mieux lire les articles. Et ne pas s'inscrire à toutes les tables de matière des journaux, on ne les lira pas. Vous allez avoir une surabondance d'informations. Et on a beau lire le New England Journal of Medicine, il n'y a pas beaucoup d'articles dans chaque numéro qui est vraiment pertinent pour les soins de première ligne. Donc, un système qui vous avise en prenant votre café, les actualités, si on veut. Il y en a d'autres que j'ai mentionné ici. Je veux juste faire Minerva, que vous connaissez aussi, qui est vraiment une ressource intéressante sur quelques études d'intérêt pour la pratique qui sont commentées ou analysées. Un clin d'œil à Balado Critique, qui est piloté par mon collègue de Sherbrooke, le Dr Lantier. Je suis co-éditeur. Alors, on fait un article par mois, ça dure 45 minutes, en balado-diffusion. Un article qu'on pense qui est d'intérêt. Un des derniers qu'on a fait, c'est l'article GRADE. Vous ne connaissez pas le nom, c'est pas GRADE pour les guides de pratique. C'est en bithérapie, après la metformine, chez un patient diabétique, vers quelle hypoglycémia devront opter? C'est la question que tout le monde se pose. Et on a comparé sulfonylurée, insuline, incrétine, soit DPP4, et un agoniste du GLP1. Et on a regardé l'effet sur la glycémie, mais aussi l'effet sur les événements cardiovasculaires. Alors, je vous invite à l'entendre. On a une partie de réponse ici qui pourrait être intéressante à connaître pour notre second choix de traitement après la metformine. Autre stratégie, et la plus importante, c'est celle-là, répondre efficacement aux questions cliniques liées aux soins. D'abord, créer un environnement d'apprentissage de confiance sécuritaire, donc avec l'apprenant. C'est OK de ne pas savoir. Hein? Il n'y a pas de honte, de culpabilité, il n'y aura pas de pression là-dessus. Oser dire « je ne sais pas ». C'est très important dans ce processus-là. Et pour l'apprenant, puis pour l'enseignant, lui,
Pas facile non plus d'oser dire « je ne sais pas ». Alors souvent, on va dire « je ne sais pas précisément ». Je ne sais pas tout à fait. Bon, c'est déjà un pas. Alors, on va chercher ensemble où on va délimiter une question, on va préciser notre question pour ne pas partir à droite et à gauche, comme on dit. Quelle est la question qu'on se pose? Essayer de la préciser pour délimiter le champ d'investigation un peu. Et souvent, on se pose des questions d'ordre général, hein, la prise en charge diagnostique et thérapeutique. Alors, j'ai une cystite aiguë devant moi. Quel est le traitement antibiotique? Ça va assez facilement, mais c'est une personne âgée qui a une insuffisance rénale. Pour quel agent je devrais opter à ce moment-là? La cystite pourrait être compliquée dans le fond. Il y a des éléments qui me font penser qu'il y aurait une possibilité de complication. Quel est le traitement de choix? Alors ça, c'est des questions que j'appelle générales. J'ai à prescrire, je veux opter pour prescrire un agoniste des GLP-1. Comment ça se fait de prescrire la titration, le suivi de ça? Question d'ordre général. Question plus particulière, plus de pointe que j'appelle, c'est j'ai un patient devant moi diabétique qui est compliqué son diabète, atteinte rénale ou atteinte cardiovasculaire, et j'envisage chez lui de donner un agoniste GLP-1, mais j'hésite à lui donner, pourquoi pas, un inhibiteur du SGLT2. Vous êtes fort dans les cycles, alors je me permets de mettre, moi aussi, de donner le SGLT2 que quand même les gens connaissent. Alors, là, à ce moment-là, j'ai des options de traitement que je veux comparer. L'efficacité, les notoriétés comparatives de ces deux traitements-là. Là, on est dans une question plus de pointe particulière et à ce moment-là, ça va orienter notre recherche d'information. Vous allez voir nos ressources. Donc, nos stratégies de recherche d'information vont dépendre du type de question. Alors, par exemple, une question de prescription, on a l'aide à la prescription avec un logiciel, ça c'est assez facile comme ressource d'information. Mais ça va dépendre du temps qu'on a, bien sûr, des ressources à notre disposition. Alors, qu'est-ce qu'on a comme source d'information au cabinet? On a toutes sortes... les mauvaises langues disent chez nous, c'était ton bureau, ça jadis... beaucoup de documents au cas où j'en ai besoin, des livres de référence, mais c'est pas long que ces livres de référence-là, nos textes de référence, nos référentiels, deviennent, je ne dirais pas périmés, mais disons passé date, hein, c'est plus à jour. On a finalement le cabinet moyen un peu de ressources d'information à ce que j'ai pu voir ou constater autour de moi, puis même en voyant ici différents cabinets. À part la base de données médicamenteuses qui est intégrée au logiciel patient, certains utilisent des guides cliniques thématiques. On va parler d'Antibioclic qui est bien connu. Il y en a d'autres, mais pas tant que ça non plus. Et la qualité peut varier aussi. Les gens utilisent beaucoup des recommandations pour la pratique. Lesquelles, mais vous avez le repère de l'HAS, bien sûr. On peut toujours demander à un collègue et à un consultant. Ça, c'est une source précieuse d'informations. Et ce qui arrive assez souvent, c'est que le collègue, il se pose la même question que toi. Et le consultant, il n'est pas toujours accessible. Et il a son champ de vision étroit, des fois de la perspective d'organes ou hospitalo-universitaire, qui n'est pas des fois assez élargi pour notre contexte de pratique. Rapidement, la démarche EBM. Classiquement, elle est exigeante de dire, se poser une question, faire une revue de littérature, analyser de façon détaillée la littérature, l'appliquer. Alors ça, en pratique, il n'y a personne qui fait ça dans le cadre des consultations. C'est impossible. Alors nous, on a opté pour une démarche beaucoup plus adaptée, pragmatique, où oui, on formule sa question, mais on s'oriente d'emblée vers des ressources clés d'information qui proposent une synthèse actualisée des connaissances. Donc on sauve beaucoup d'étapes. À ce moment-là, il faut insister plus sur interpréter ce qu'on va trouver et bien l'appliquer. Donc, on opte non pas pour l'exhaustivité, mais plus pour la sélectivité. Et je dirais qu'on donne aussi importance première à la pertinence de l'information et bien sûr à la rigueur de l'information. C'est quoi un ouvrage de référence idéal, un textbook qu'on aimerait avoir? Moi, j'appelle ça un textbook vivant, plutôt que nos textbooks qui vieillissent mal. C'est un textbook
qui fait une surveillance active de la littérature et qui va sélectionner des articles pertinents sur le sujet, les apprécier, grader la qualité de la preuve et vous proposer le résumé clinique, donc mise à jour fréquente. Est-ce que ça existe, des livres de référence comme ça? EMC, ça sera une bibliothèque électronique de plusieurs livres de référence. Est-ce qu'il y a une surveillance active de la littérature, mise à jour fréquente, appréciation du niveau de preuve? J'en suis pas sûr. Ce qui est bien établi, c'est up-to-date, mais il faut y mettre l'argent. Et c'est beaucoup orienté vers la médecine hospitalière. Donc, quelqu'un qui fait beaucoup de médecine interne. Le meilleur joueur, à mon avis, pour en avoir regardé plusieurs, c'est Dynamed. Oui, qui nécessite un abonnement, mais qui est vraiment orienté vers la médecine générale ambulatoire. Pas très loin de chez vous, il y a le Royaume-Uni, BMJ Best Practice, qui est une ressource pas aussi extensive que les autres, mais qui est à coût moindre. Mais toutes ces ressources-là sont en anglais. Donc là, j'ai dit, oui, mais en français, il faut tout ce qui existe, il faut trouver quelque chose. Et là, j'ai découvert EBM France. En fait, c'est EBM Guidelines, hein, c'est de la société finlandaise, qui sont des pionniers dans ce domaine-là, avec une adaptation maintenant pour la France, qui m'apparaît la meilleure ressource de ce type-là. On verra un peu plus loin. Donc, la pyramide de l'information, au sommet de la pyramide, c'est les résumés cliniques EBM que je vous propose. C'est la façon la plus rapide, la plus efficace de trouver l'information pertinente et rigoureuse. C'est en allant directement là. Alors que la base de la pyramide, ben, c'est les études originales. Alors là, c'est très large, beaucoup de bruit, très difficile à trouver l'information rapidement. Si vous faites un travail d'érudition, une présentation de recherche, vous voulez mettre mise à jour des guides de pratique et tout ça, il faut aller vers la littérature primaire, mais c'est dans le cadre de travaux précis et non lors des soins avec le patient. 5 minutes, on y va. Alors, EBM France, on en parlera un peu tout à l'heure, un site qui propose de nombreux guides de pratique, résumés, critiques. Alors, j'ai trouvé mon information GLP1 versus SGLT2, la confrontation. Alors, chez qui on devrait opter pour un et pour l'autre et pourquoi? Avec un guide de pratique récent. Depuis que je suis allé le visiter, il y a eu la page qui a été actualisée en français. Le guide de pratique date de 2018. Quelqu'un pourrait dire que c'est le guide annuel maintenant en diabète, mais ça correspond avec la réalité actuelle. Au milieu de la pyramide, c'est les données synthétisées de la recherche. C'est là qu'on parle des revues systématiques ou des méta-analyses qui résument toute l'information scientifique sur une question précise. Encore là, il faut juger de leur valeur. La méthode est-elle transparente, explicite? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'études? Quelles étaient les qualités des études? Y a-t-il une cohérence entre les études? Le plus connu, c'est Cochrane. Donc, pour les travaux d'approfondissement, je pense que c'est un incontournable, la collaboration de Cochrane. Il y a tous les guides de pratique un guide bien fait devrait se baser sur une revue systématique de la littérature. C'est exigeant, mais c'est ça. Et les guides de pratique devraient appuyer leurs recommandations sur la gradation des preuves, ce que fait déjà l'HAS, mais pas seulement la qualité des preuves, mais l'appréciation des bénéfices et des risques, la fameuse balance que je vous parle, et aussi l'appréciation des patients, des choix personnels, des valeurs qui peuvent varier beaucoup entre les individus, et il y a des valeurs sociétales dans tout ça aussi, hein, des ressources qui sont limitées, des principes de non-malfaisance, etc. Donc, il y a des enjeux éthiques ou de société aussi. Faites attention, il y a des gens qui mettent des recommandations fortes alors que les données sont limitées, de mauvaise qualité, des bénéfices sont modestes. Alors, il y en a qui sont enthousiastes, disent « Ah, j'ai trouvé un essai clinique randomisé, je mets une recommandation forte de niveau A. » Ce n'est pas suffisant. Méfiez-vous un peu de... Mais habituellement, c'est sûr que les recommandations de type A, c'est celles qui sont les plus établies, les plus favorables par rapport à des recommandations de plus faible niveau. Donc, la qualité des guides varie considérablement, on en a déjà un peu parlé. Vous avez l'HAS qui fait sa gradation des preuves. Malheureusement, l'HAS n'utilise pas GRADE, qui va au-delà du type d'étude. On regarde la qualité méthodologique, l'importance des bénéfices et des risques, la concordance entre les études. GRADE va plus en profondeur pour mettre son niveau de preuve et pour faire une recommandation. On fait une recommandation forte ou faible.
selon toute cette qualité d'épreuve-là et selon bénéfices et risques, variabilité des valeurs chez les individus, utilisation des ressources, le cas échéant. Donc, une recommandation forte avec grade, vous l'appliquez à la majorité des individus. Vous devez presque, hein, jusqu'à preuve du contraire. Alors qu'une recommandation faible, c'est une suggestion, hein, et à bien analyser, et c'est là que la décision partagée peut particulièrement s'appliquer. Il y en a beaucoup de recommandations qui sont au niveau faible, donc il faut prendre le temps de l'apprécier et d'en discuter avec le patient. Vous êtes chanceux, vous avez le site SysMef qui répertorie les guides de pratique, puis aussi des documents médicaux, moteurs de recherche intéressants à connaître. Au Canada, pourquoi pas aller jeter un coup d'œil des fois, on a beaucoup de guides de pratique sur le site de l'AMC, c'est gratuit. Il y en a 1500 guides de pratique, qualité qui peuvent varier comme à d'autres endroits. Enfin, les guides cliniques m'apparaissent un bon compromis au milieu de la pyramide. On n'a pas toujours les moyens des outils EBM, retrouver les recommandations des différentes sociétés savantes, les recommandations peuvent varier. Bien, un guide clinique thématique bien fait, très fondé, comme ceux qu'on va parler ce matin, vous permettent rapidement, le plus efficacement, à mon avis, de trouver l'information, l'arbre de décision ou la conduite à tenir. Le précurseur d'antibiotiques, on en parlera, psychotrope, qui est vraiment fondé sur des revues systématiques, ce qui est rare. Évidemment qu'il faut mettre à jour les revues systématiques, mais pas à pas, vous arrivez avec votre patient qui est déprimé à avoir des outils pour vous aider à juger de la sévérité, puis à faire un choix éclairé de lequel antidépresseur choisir. Finalement, l'efficacité est assez similaire entre les antidépresseurs, ça va être plus au niveau des effets secondaires, lequel choisir compte tenu de son patient et de la situation clinique. Alors, on termine presque. Quand vous regardez une ressource d'information ou une recommandation, gardez toujours le qui, comment, le pourquoi en tête de ce qu'on vous propose. Donc, c'est l'enquête d'Aristote hein, sur n'importe quel problème, c'est le qui, quand, comment, pourquoi. Qui est derrière la recommandation? Antibiotiques, on a des généralistes, on a des infectiologues, on aime l'interdisciplinarité, on a des déclarations de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a une indépendance avec l'industrie? Quand ça a été fait, est-ce qu'il y a une dynamique de mise à jour? Comment ça a été fait? Comment on arrive à notre recommandation? Est-ce qu'on a utilisé une méthode? Laquelle? Et pourquoi? Est-ce qu'il y a un justificatif? Il faut qu'il y ait un petit texte pour souvent dire le rationnel derrière la décision, le choix qu'on a fait. Promis, avant-dernière section, moteur de recherche. Tout le monde connaît Google, étonnant, puissant, tout ça, mais au niveau médical, à part si vous avez une maladie rare ou un terme très précis, vous allez souvent, la pertinence, la qualité, la mise à jour peut varier énormément. Donc, ce n'est pas un moteur de recherche médicale. Il y a des moteurs scientifiques. Déjà, Google Scholar est orienté vers la science, tout comme PubMed. Mais en connaissez-vous un métamoteur médical qui va chercher les publications scientifiques d'intérêt, soit les articles de synthèse, les articles originaux, même les résumés ABM. Connaissez-vous un moteur de recherche qui fait ça? Hein? Si on aimerait l'avoir, comme tantôt notre ouvrage de référence idéal, ben, il existe ce moteur de recherche-là et qui permet d'agir à plusieurs niveaux de la pyramide. C'est le TRIP Database qui est au Royaume-Uni, qui est gratuit. Et il y a une version payante là, plus avancée, mais on n'a pas besoin de ça. Alors, on va chercher dans la multiple base de données cliniques. C'est orienté vers la clinique. Et il y a une hiérarchisation, une catégorisation des types d'informations. On vous propose, on cherche dans Dynamed, on vous propose des revues systématiques Cochrane. On va chercher dans les guides de pratique européens, on jette un coup d'œil en Nord-Amérique. On vous propose des résumés d'articles. Wow! Ça, c'est à découvrir. En France, c'est le docteur qui propose de chercher dans plusieurs sites. Il va chercher dans Prescrire, il va chercher dans l'HAS. Donc, ça peut être intéressant, mais il n'est pas aussi catégorisé ou hiérarchisé que TRIP Database. Donc, je termine. Mission impossible. Mission impossible, non. Mission possible, mais délicate, de répondre efficacement à nos questions cliniques liées aux soins, puis d'intégrer de façon critique les nouvelles données de la littérature. C'est possible. Vous avez la pyramide d'information, vous appropriez peut-être 4-5 ressources avec laquelle vous êtes la plus à l'aise et qui vous apparaît la plus utile pour vous. J'ai fait un peu le tri pour vous à ce niveau-là. Toujours avoir le qui, comment, pourquoi en tête.
Pourquoi vous me proposez ça? Est-ce qu'on pourrait faire autre chose? Sur quoi ça repose? Je pense que c'est légitime comme démarche scientifique de poser ces questions-là. Et en finale, rappelez-vous, il y a la carte de territoire, au Québec comme en France. Il y a les données de la recherche qu'il faut actualiser, synthétiser. Il y a ce que le guide dit. Hein, le guide, ben, prenez soin de bien choisir le guide, c'est important, puis d'écouter ce qu'il dit, mais suivez-le pas les yeux fermés non plus. Et il y a ce que le patient vit et choisit, et ça, c'est notre travail en interaction avec le patient, de d'abord voir ce que le patient vit et choisit dans tout ça. Voilà, merci.